poursuit sur la cybersécurité. Est-ce qu'on est tous concernés par la cybersécurité ? Ah, je pense que... Je pense que oui. D'après ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, effectivement, ça nous concerne tous. Et on va voir avec nos experts ce qu'ils en pensent. Eh bien, on est tout oui, on vous écoute. Bon débat. Merci. Donc, on retrouve Tristan Manzano. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être tout à l'heure, je vous laisserai vous présenter. Et puis, Ramzi Keshaima. Excuse-moi, Keshemia. Pardon, merci. d'Orol Solutions, qui sont deux entreprises qui sont labellisées cyber-experts, donc pour nous parler de cybersécurité, et en particulier, je dirais, sur tous les publics qui sont aujourd'hui présents, que ce soit nous à titre individuel, dans nos entreprises, et puis aussi les collectivités. Donc on va essayer d'un petit peu de dresser le panorama, de voir aussi quels sont de manière très pragmatique, quels sont les gestes qui peuvent être mis en place pour limiter notre exposition aux cyberattaquants. Donc peut-être déjà un rapide tour de table pour présenter vos sociétés, et puis après on enchaîne. Ouais, Tristan, c'est reparti. Donc Tristan Manzano, consultant en cybersécurité pour l'entreprise Security Data Network. Security Data Network, donc effectivement, est labellisé expert cyber. Aujourd'hui, nous avons une entreprise donc, de cybersécurité et nous proposons, on va dire, différents services dans le domaine de la cyber à toutes les entreprises de toute taille, que ce soit, on va dire, audit, tout ce qui va être technique, donc audit technique, test d'intrusion, centre d'opération de sécurité, donc la partie SOC, la partie analyse forensique aussi, et puis donc la partie... premier gros mot, forensique, ça veut dire quoi ? Ah oui, je vais être là pour un peu démystifier. Je vais aider mon collègue un peu. Investigation numérique. D'accord. Donc en gros, il s'est passé un gros problème et on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait, effectivement. Merci pour... tout à fait. Donc investigation numérique. Donc c'est quand effectivement une entreprise se fait attaquer, quand il y a un malware qui s'est déployé sur un des postes ou sur l'infrastructure. Donc ça va être effectivement de faire une investigation, d'aller, on va dire, essayer de creuser un peu et de comprendre par où l'attaquant ou le malware est rentré et quel sera l'impact, comment... essayer de décortiquer un peu tout ça, pour faire très simple. Ok, merci. Ramzi ? Oui, alors moi je m'appelle Ramzi Keshemia, je suis le cofondateur de la société Orol Solutions. Notre société, elle est spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, donc on accompagne les structures pour les conseiller sur cette partie-là. On intervient également sur une deuxième thématique qu'on appelle la data privacy. Donc voilà. Nous sommes également labellisés la protection des données, RGPD. Nous sommes également prestataires terrain de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et puis labellisé expert cyber. Donc vous intervenez tous les deux plutôt sur les entreprises, en amont et en aval des attaques, si j'entends bien ? Tout à fait, c'est ça. Pour autant, moi, j'aimerais qu'on parte peut-être de la base et de l'individu, parce qu'aujourd'hui, on a du grand public qui se pose peut-être des questions. Est-ce que moi, je peux être attaqué ? Mais encore avant ça, c'est quoi une cyberattaque ? On parle de quoi quand on parle de cybersécurité ? Ah, bon, comme vous voulez. Donc, une cyberattaque, pour faire très simple, ça va être donc une attaque informatique. Donc, on va dire... une attaque effectuée depuis Internet, donc le nom cyber. Donc le but, on va dire, de l'attaquant est donc en général financier, mais l'attaquant, ça peut être en général aussi tout le monde. Donc voilà, une cyberattaque, le but en fait, c'est vraiment de venir attaquer une structure et d'aller essayer, on va dire, de bloquer, entre guillemets, donc si on prend le principe des ransomware, de bloquer, on va dire, le système d'information pour demander une rançon, si on parle sur le principe des ransomware, ce qui est plus connu en ce moment. D'accord. Donc, est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je n'ai pas spécialement d'argent sur mon compte, est-ce que je peux être victime d'une cyberattaque ? Alors, bien sûr, aujourd'hui, si on se réfère en tout cas à un vrai constat et on regarde un peu les statistiques, est-ce que en tout cas, les informations et les remontées de cybermalveillance.gouv qui ont pu effectivement publier un rapport en 2021 où ils nous montrent qu'il y a eu 1,3 million
de personnes, je parle de particuliers, de personnes qui ont demandé de l'assistance auprès de cybermalveillance.gouv. Donc pour ainsi dire, on voit bien qu'il y a beaucoup, pour ceux qui connaissent surtout cybermalveillance, donc il y en a quand même 1,3 million. Pour ceux qui ne connaissent pas malheureusement, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal de fraudes et on voit juste sur la partie particulier, en tout cas, il y a eu pas mal de cyberattaques. Alors, ça se traduit par quel type d'attaque, par exemple ? Alors, sur la partie cyberattaque, ce qui a été un peu, selon les rapports en tout cas, ce qui a été un peu interpellant, c'est que lorsqu'on parle il le disait tout à l'heure Christian, on parlait de ransomware. Donc, le ransomware, c'est un rançon logiciel. C'est en fait, en gros, c'est un logiciel qui va prendre en otage vos données. Et à un moment donné, ou en otage, c'est le hacker qui va prendre en otage et qui va vous demander une rançon pour pouvoir, en tout cas, pour que vous puissiez récupérer vos données. Et ce qui est frappant, c'est que selon des rapports, les particuliers, en tout cas, ils ont eu au moins 27% d'attaques type ransomware pour qu'ils puissent récupérer leurs photos, leurs images et tout. Donc aujourd'hui, que ce soit des entreprises ou des particuliers, on est tous confrontés à ces cyberattaques. Ce qu'on appelle en général des attaques de masse, effectivement, sur les particuliers. Donc, on va dire on a des attaques ciblées pour les entreprises, mais on a aussi, voilà, ce qu'il disait, effectivement, des personnes lambda qui se font avoir, donc des attaques au hasard. Vraiment, il n'y a rien de cible du tout. On est vraiment sur de l'attaque de masse et si ça passe, ça passe pas. Voilà. Et ça, comment on l'explique qu'à titre individuel, on soit aussi victime d'attaques ? Est-ce que c'est par rapport à la nature des attaquants ? Est-ce que c'est par rapport à la nature des typologies d'attaques qui sont menées et qui, je dirais, balayent tellement large qu'elles balayent aussi des particuliers ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, le numérique a énormément évolué. Il évolue tous les jours. Donc le numérique évolue, les attaques aussi, et les attaquants évoluent aussi. On est rarement sur le petit attaquant chez lui qui va essayer de faire une blague et de demander de l'argent. Donc le hacker avec sa capuche derrière son ordinateur, ça, un peu dans le noir, ça c'est pas vrai, c'est pas ça. C'était peut-être une image il y a plusieurs années, mais aujourd'hui on est plus sur on va dire un regroupement de personnes. Et voilà, on a vraiment comme une entreprise qui sont organisées. On a les développeurs de malware, on a les personnes qui vont négocier, on a les personnes qui vont essayer d'infecter d'autres machines. On a vraiment des organisations qui sont dédiées à ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça devient de plus en plus dur à les arrêter, parce qu'ils arrivent sur des malwares de plus en plus sophistiqués. On arrive sur des malwares qui sont aussi, on parlait tout à l'heure de libre et d'open source, mais qui sont aussi partagés sur les réseaux, sur le darknet. Donc c'est de plus en plus difficile. On a aussi des malwares qu'on peut acheter, déjà tout fait. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que ça devient de plus en plus compliqué d'aller, on va dire, détecter un comportement anormal sur une machine, parce qu'aujourd'hui, un malware essaye de prendre un comportement normal et ça devient de plus en plus difficile à détecter. Pour aller, en tout cas dans le sens de Christian, effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs typologies de cybercriminels. On a ce qu'on appelle le hacker, l'attaquant. Sur cette partie-là, en tout cas, on a celui qui va saboter, mais on a le deuxième qui va, en tout cas, expérimenter. Tester quelles sont les limites, est-ce qu'il peut rentrer chez le voisin, est-ce qu'il peut craquer le mot de passe de l'ordinateur de sa copine, voilà. Donc ça, c'est l'expérimentation. Après, effectivement, je rejoins Christian, il y a les groupes cybercriminels. Le groupe cybercriminel, aujourd'hui, oui, ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des access brokers. Donc c'est les personnes qui vont faire des tests d'intrusion en amont. Sous 48 heures, ils vont vendre les vulnérabilités de la société. Il va y avoir ce qu'on appelle les hébergeurs, les pare-balles, qui vont effectivement, pareil, qui vont héberger les serveurs. On va avoir ceux qui vont faire le groupe d'hameçonnage. Donc ils vont fabriquer typiquement des attaques d'hameçonnage. On va avoir aussi ceux qui vont faire le braquage, donc les vrais hackers. Et on va avoir aussi le groupe Egrégor qui vont faire la publication si vous ne payez pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment un écosystème derrière où effectivement on se rend compte que c'est vraiment une organisation. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle aussi les attaques étatiques, les APT. Voilà, sont entrés dans le technique. Donc tout ce qui est attaque étatique, où là, effectivement, il y a de l'espionnage et il y a du sabotage aussi. Et ça, c'est des enjeux géopolitiques derrière. Là, on est sur des attaques, on va dire, bien plus abouties, bien plus poussées.
Et on n'est pas sur juste l'attaque par hameçonnage ou l'attaque par ransomware. On est vraiment sur, effectivement, on a réellement une personne qui a pris le contrôle d'un ordinateur, qui essaye d'exfiltrer des données, qui essaye déjà de ne pas se faire repérer et d'avoir le plus d'informations pour pouvoir les revendre ou faire chanter l'entreprise par la suite. Mais là, c'est vraiment quelque chose de plus délicat. On rentre vraiment dans les attaques, voilà. Qu'on n'y avait pas depuis années. Assez poussé, effectivement. Donc aujourd'hui, en tant que particulier, j'entends qu'il y a quand même des facilités pour les cybercriminels de mettre en place ces attaques de masse. On va dire qu'ils lancent, c'est un peu comme la pêche à la nasse. On lance très large et puis on voit ce qu'on ramène en fonction des mauvais réflexes qu'on peut avoir en tant qu'usager, c'est bien ça ? C'est un peu ça, oui. Aujourd'hui, on a effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les attaques de masse, on va lancer un filet très loin, puis on va voir ce qu'on peut ramener comme poisson. Et puis on a les attaques, effectivement, un peu plus discrètes ou les APT, pour ne pas rentrer dans le détail, mais c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle un peu la partie phishing, par exemple, où on va essayer de faire du phishing, ça passe ou ça passe pas. Alors, le phishing. Qu'est-ce que c'est ? Du hameçonnage, donc simplement, on va dire, pour faire très simple, pour vulgariser, ça va être de prendre l'apparence si on part sur le phishing web, par exemple, de prendre l'apparence d'une page, donc de copier une page, qui va avoir le même aspect, ou le mail, le même aspect que on va dire, votre banque ou votre assurance, et on va dire effectivement il y a une anomalie sur votre compte en banque ou sur votre assurance, c'est qu'il faut aller tout de suite se connecter pour modifier des paramètres, et vous allez vous connecter, et en vous connectant, vous allez envoyer vos mots de passe donc, à la personne, à l'attaquant. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus simple du phishing, on va dire, pour ne pas rentrer trop dans le détail. Et on a la partie spear phishing, donc on va dire le hameçonnage ciblé, où là en fait on va réellement cibler une personne, un partenaire, par exemple, pour une entreprise. On va aller essayer d'attaquer l'entreprise. On va commencer à collecter des informations sur comment fonctionne l'entreprise, comment il travaille, avec qui, et essayer d'attaquer ou de prendre l'image d'un des partenaires pour, par exemple, envoyer un mail à la compta, dire tiens, le virement il n'est pas passé, est-ce que tu peux me l'envoyer sur ce numéro de compte là, par exemple. Et la personne, si elle ne fait pas attention, elle peut se faire avoir. On peut aussi prendre l'adresse mail du PDG, puis envoyer un mail à n'importe qui, puis dire t'as pas fait ça, envoie-le tout de suite sur tel compte, et puis la personne dit c'est le PDG, il faut que je le fasse. Donc c'est vraiment ciblé. On est vraiment sur deux choses différentes. Mais la finalité est la même. C'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon la fraude au président. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec un promoteur en immobilier en France assez important, où effectivement il s'est vu dérober 35 millions. C'était en 2021, donc l'année dernière. 35 millions, ça commence à causer, quoi. Et effectivement, l'attaquant ou le cybercriminel a pu mettre une pression psychologique au niveau de la compta. Donc il s'est fait passer pour le président, c'est pour ça qu'on appelle ça la fraude au président, et où effectivement il a fait un virement direct sur les comptes à l'étranger. J'ai l'impression qu'une des failles dans le système qui est très exploitée, c'est la faille humaine. C'est-à-dire que là, on était mis sous pression, on dit que c'est le président, donc il faut faire le virement, on n'a pas beaucoup de temps, donc, et du coup ça passe. Je reçois un mail où on a, qui semble vrai, a priori j'ai bien un compte chez tel prestataire. Bon, j'avais pas passé de commande, mais on me demande quand même un virement. Bon, ok, j'ai peut-être pas le temps, je vais le faire tout de suite, je vais cliquer et je vais me faire avoir. Je reçois un SMS d'un colis d'une grande enseigne. C'est peut-être mon mari qui a pris la commande, je vais cliquer quand même. C'est ça un peu le risque ? C'est un petit peu ça, effectivement. Alors aujourd'hui, il y a quand même, on a une faille humaine, effectivement, de ne pas savoir si c'est vrai ou pas. Aujourd'hui, on a aussi donc, tout un tas de solutions qui sont disponibles pour pouvoir vérifier la validité d'un lien ou d'un email ou d'une pièce jointe si c'est le côté professionnel. Après, personnellement, c'est quand même très compliqué parce qu'en général, si on se fait avoir sur un SMS ou même sur un appel, ça arrive aussi très souvent sur un appel qu'on se fasse appeler par une personne physiquement et ça peut être... on peut se faire avoir plus facilement en tant que particulier parce qu'on n'a pas, on va dire, les notions, on n'est peut-être pas formé pour, on ne fait pas forcément attention à ces petits détails au quotidien et... des fois ça joue sur le côté professionnel et des fois on va ouvrir un mail, on va cliquer sur un lien, on va ouvrir une page web et on peut se faire avoir assez facilement, oui. Mais après, ça empêche que c'est une partie effectivement des vulnérabilités, mais il y a aussi des vulnérabilités système qui eux rentrent en compte aussi. Donc juste pour finir du coup sur cette partie un peu humaine, c'est quoi les conseils que vous pourriez donner à tout à chacun dans l'Assemblée en matière de vigilance ? De pas cliquer ? De pas cliquer, alors oui et non, surtout de réfléchir avant de cliquer. Comme on disait tout à l'heure, si on a reçu un colis, avant de cliquer sur un lien, peut-être demander à sa famille si on a bien commandé quelque chose. Je dirais, nous, en tant qu'experts, on pourrait regarder si le lien est valide ou pas sans se faire avoir, parce qu'on a les techniques aussi. Mais pour quelqu'un de lambda, ça peut être plus compliqué. Donc je dirais qu'effectivement, réfléchir un petit peu avant de cliquer n'importe où ou avant
d'ouvrir une page web, d'avant de lire un email, de télécharger une pièce jointe, même si c'est sur le téléphone, parce qu'on peut aussi se faire avoir sur le téléphone. Hein. On peut se faire pirater son téléphone par le biais du phishing ou d'une simple pièce jointe aussi. Donc faire attention effectivement à ces petits détails. Alors pour sensibiliser en tout cas et essayer d'amener les gens, parce que l'idée c'est pas de les convaincre, mais de les amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Moi j'aime bien en tout cas rappeler une citation de Robert Mueller, c'est l'ancien président, en tout cas l'ancien patron de FBI, donc c'est il y a 10 ans de ça, il a choqué tout le monde en 2012, où il disait qu'il y avait 2 types d'organisations, celles qui ont été piratées et celles qui vont être malheureusement piratées. Donc ça déjà, sur cette partie-là déjà, il n'y a plus de discussion aujourd'hui, il n'y a pas de si, mais c'est quand arrivera. Donc on est obligé de faire attention. Donc il y a une hygiène informatique à appliquer, il y a des gestes à faire, en tout cas à appliquer dans les structures, que ce soit personnel ou professionnel. Et puis dans les structures, moi je dirais, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'impliquer tout le monde et de mettre en place une culture cyber. Voilà. Donc, je crois que le proverbe, il dit il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je pense que malheureusement, on peut aujourd'hui prévenir. Ça, c'est impératif. Par contre, guérir, malheureusement, dans certains cas, on ne peut pas le faire. Oui, je reprendrai justement les mots de notre délégué régional de l'ANSSI qui nous expliquait que dans 70% des cas d'une attaque menée à terme, les entreprises ne s'en remettaient pas au bout d'un an. Qu'est-ce qui explique un peu ce chiffre ? Parce que derrière une attaque, qu'est-ce qu'il y a comme conséquences très concrètes pour une entreprise qui se fait attaquer ? Alors, moi, je dirais qu'effectivement, déjà, on a le côté financier, où l'attaquant déjà demande de l'argent. Il y a aussi une pression, comme on le disait tout à l'heure, qui est aussi très importante. Hein. Des fois, psychologiquement, ça peut être très dur de dire qu'on s'est fait avoir et qu'on doit donner de l'argent. On a aussi l'image de marque, hein, l'image de la société. Va savoir que une entreprise s'est fait attaquer, on va peut-être aller voir le concurrent, parce que s'il s'est fait attaquer, où sont mes données ? Parce que voilà, si aujourd'hui on va dans l'entreprise, on fournit des informations personnelles à l'entreprise, si elle se fait attaquer, les informations peuvent être revendues ou autres, donc où sont nos données ? Donc on a beaucoup de vecteurs qui font que ça peut être compliqué de se relever dans certains cas, effectivement. Aujourd'hui, donc on a parlé de rançon. Moi, ce que j'entends, c'est surtout ne payez pas la rançon. Parce que derrière, ce sont des groupes criminels qui vous disent qu'effectivement, ils vont vous donner la clé pour décrypter le code, qui vous dit qu'ils ne sont pas encore dans votre système d'information et que du coup, ils ne vont pas vous réattaquer, vous redemander encore de l'argent. Est-ce que ça, c'est une réalité ? Alors, juste quelques chiffres avant de parler de ransomware ou de ranç logiciel. Selon l'ANSSI, en 2021, il y a eu une hausse de plus de 255% de ransomware. Et donc c'est pour ainsi dire qu'aujourd'hui, les attaques ransomware, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Tout à fait. Et sur ce type d'attaque, on sait très bien que 52% à peu près des sociétés ne récupèrent pas leurs données. Et 19% en tout cas arrivent à bien gérer la situation lorsqu'ils ont mis en place par exemple des sauvegardes, ce qu'on appelle aussi des PCA, des PRA, des plans de reprise d'activité, voilà. Et donc effectivement aujourd'hui, oui, il y a des process à mettre en place dans les structures, hein, notamment avec des référentiels qui existent sur l'ANSSI. Mais après on peut revenir dessus, hein, sur ce qu'on peut mettre en place dans les structures. Mais ça c'est quelque chose aujourd'hui où on sait très bien que 52% peuvent récupérer leurs données et le reste... Et quand on sait qu'aujourd'hui, la donnée, c'est quand même le cœur de l'entreprise, c'est toute sa valeur, enfin une bonne partie de sa valeur, c'est vrai que c'est phénoménal quand même comme statistique. Ça fait un peu peur. Pour autant, on va pas laisser démunis les gens qui sont dans le public et qui nous suivent en ligne. Du coup, concrètement, comment je fais pour me protéger, moi, entrepreneur qui veut pouvoir continuer tranquillement mon activité, continuer à pouvoir payer mes salariés, etc. Alors moi, je dirais qu'effectivement, pour éviter ce genre de problématique, plutôt que de payer une rançon à plusieurs milliers ou millions d'euros, vaut mieux mettre en place des solutions de sécurité et être accompagné par un expert. Aujourd'hui, il n'y a pas...
aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir, effectivement. Donc, on peut proposer des solutions qui vont permettre, effectivement, encore une fois, le PCA, PRA, par exemple, pour parler, ou de la sauvegarde de données, qui vont permettre de dire si on se fait attaquer, on peut repartir rapidement sans avoir trop de dégâts. On a effectivement des groupes de hackers, de pirates, qui vont effectivement fournir une clé de déchiffrement de fichiers si on paye, mais c'est pas garanti à 100%. C'est pas garanti non plus que si on paye et que tout est déchiffré, qu'ils reviennent ou qu'il se passe le mot. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je conseille aussi de ne pas payer, ou si on doit payer, de payer pour quelque chose qui peut effectivement nous sauver, donc effectivement de la sauvegarde, PCA, PRA, ou des audits, ou tout ce qui va aller avec. Encore une image pour essayer de bien faire comprendre les choses. J'ai l'impression qu'une cyberattaque, c'est un peu comme si on a un incendie chez soi et si on n'avait pas mis les extincteurs, les sprinklers, et si on n'était pas assuré, ça serait difficile de repartir et de recommencer notre activité. Est-ce que c'est ça l'image un peu qu'il est important de comprendre ? L'image de l'assurance, c'est plutôt intéressante parce que l'image de l'assurance, si on prend le cas d'une assurance voiture qu'on paye tous les mois, si pendant 2 ans on n'a jamais eu de problème, on ne paiera pas. Enfin, on va dire qu'on paye pour rien. Contre le jour où on est en panne, on est content d'avoir l'assurance qui nous prête une voiture, qui vient chercher une voiture, qui nous dépanne, on va dire, vraiment de A à Z. Je dirais que voilà, on a quand même l'accompagnement de l'assurance qui est intéressant. Pour la partie cybersécurité, le fait d'être accompagné aussi par un expert, effectivement, on peut penser au premier abord qu'on va payer pour rien, alors que non, pas du tout. On paye pour quelque chose qu'effectivement peut-être qu'eux ne verront pas, qui sera peut-être pas forcément visible tout de suite, mais sur du long terme, ça sera toujours plus intéressant. Alors, juste petit conseil à un autre niveau en tant qu'expert, il faut faire vachement attention lorsque on prend une assurance cyber, en tout cas de ne pas la mettre numériquement parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est vrai, aujourd'hui les hackers arrivent à négocier, à savoir quel montant on peut nous rembourser. Donc l'idée, effectivement, c'est ce qu'on conseille nos clients, c'est de l'imprimer ou de pas le mettre, de l'avoir en papier, mais de ne pas le mettre numériquement ou de l'isoler complètement du réseau. Pas de PDF dans un dossier ou autre, absolument pas. Tout à fait. Ça, c'est aussi une image que j'ai appris en suivant notamment le cursus proposé par l'ANSSI sur la cybersécurité. C'est que le papier, ça a du bon en matière cyber. Parce que quand on n'a plus accès à son système d'information, qu'on ne sait plus appeler sa banque, qu'on ne sait plus appeler son assureur, si on n'a pas des documents papier, on revient à des choses très très basiques. C'est un peu ça, ouais. La meilleure sécurité, je dirais, c'est de... Enfin, ça va être très très large ce que je dis, mais la meilleure sécurité, c'est de ne pas être du tout connecté, quoi. Ça serait d'avoir un ordinateur pour pouvoir travailler, mais le fait d'être connecté, le fait d'être liés tous ensemble, on va dire de façon invisible, hein, c'est vraiment ce qui nous met dans un confort d'insécurité aussi. Juste une petite boutade et aller dans le sens de Christian. Il y a Bill Gates, le fondateur Microsoft, qui avait dit à l'époque un ordinateur sécurisé, c'est un ordinateur éteint et encore. Exactement. Faut quand même pouvoir travailler parce qu'on a quand même besoin d'être connecté. L'ordinateur, les smartphones, les montres connectées, enfin tout ce qui est réellement connecté en fait aujourd'hui, tout est vulnérable. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on laisse en fait numériquement sur ces équipements. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui est importante aussi bien à titre individuel qu'au titre des entreprises. C'est vrai aussi, j'imagine, pour les collectivités. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir pour les collectivités ? Pour ma part, oui. Et du coup, parce qu'il y a quand même souvent l'image d'une institution, donc avec quand même des sachants, une organisation. Est-ce que derrière, il y a une difficulté particulière sur les collectivités ? Alors on a nos collègues du Gyprétien qui du coup pourraient compléter le cas échéant. Alors je dirais que pour moi, il n'y a pas plus de difficultés en fait. Du moment qu'on connaît son métier et qu'on est capable de fournir, on va dire, la bonne information. Après, le but, pour nous, le but, en fait, ça va être surtout de fournir l'information et qu'elle soit comprise. Et bien sûr, qu'elle soit appliquée par la suite. Aujourd'hui, après la pluie, le vent. Aujourd'hui, on peut faire de la formation ou de la sensibilisation comme on veut si, au final, on ne fait pas forcément attention à tout ça. Je pense pour moi, il faut arriver à mettre une image, comme le principe de l'assurance par exemple, mais il faut arriver à mettre une image sur ce qu'on explique, parce qu'aujourd'hui la sécurité, on va dire informatique, c'est encore quelque chose de malheureusement, on va dire assez incompris. On pense tout de suite à du hacking, au hacker avec sa capuche, ainsi de suite. On est très loin de tout ça et je pense qu'il faut vraiment arriver à faire comprendre à tout le monde et que tout le monde arrive à réagir un petit peu.
Alors comment on fait pour faire prendre conscience à nos salariés, aux dirigeants aussi, de l'importance d'anticiper, de se préparer et des failles qu'on peut avoir dans nos systèmes? Bah, on le dit bien, l'anticipation est la clé de la réussite. C'est ce qu'on dit. Il me semble qu'effectivement, la faille numéro 1 reste quand même l'humain. Et la sensibilisation, pour moi, c'est quelque chose de primordial dans une structure. Il faut mettre les moyens financiers, humains, pour accompagner les collaborateurs. Ça, c'est la première des choses. Mais après, il y a un truc qu'on voit souvent dans les sociétés, c'est assez marrant, c'est que les chefs d'entreprise, en général, ne souhaitent pas, en tout cas, être forcément sécurisés comme leurs collaborateurs. Et nous, on leur explique qu'il faut donner de l'exemplarité. On est des exemples pour les autres. Et lorsqu'on parle de sécurité informatique, on parle aussi de donner de l'exemple aux autres. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut tous, unis ensemble, faire avancer le système et en tout cas se prémunir contre ces cyberattaques. Du coup, moi j'avais entendu parler de tests d'intrusion, par exemple. Est-ce que ça peut être une solution concrète pour nos entrepreneurs, pour montrer à leurs salariés comment ça peut se passer en vrai et quelles sont les conséquences en vrai? Est-ce que ça, vous avez déjà mis en place dans des entreprises, par exemple? Alors, pour ma part, le test d'intrusion, c'est, on va dire, un test, on va dire, très technique. Les collaborateurs, en général, on va expliquer 2 minutes, on va tous les perdre. Je pense Alors concrètement, comment on fait? la sensibilisation, par exemple, Parce qu'on ne va pas être sensibilisé derrière un écran. Non, C'est mais triste. on peut faire, par exemple, donc, des campagnes de phishing, ce qu'on dit tout à l'heure, ce qui est aujourd'hui la première porte, d'expliquer comment fonctionne le phishing, quels sont les points d'attention, les points clés, on va dire, à faire attention quand on reçoit un SMS, un appel, un lien. Voilà, il y a plein de petites choses à faire avant de cliquer qui sont, quand on a l'habitude, deviennent très rapides et on ne fait même plus attention. Mais je pense qu'aujourd'hui, la partie test d'intrusion peut être intéressante sur la partie technique de l'infrastructure. Mais pour les collaborateurs eux-mêmes, je ne suis pas sûr que ça soit réellement très utile. Après, ça peut aider, mais je pense que faire de la sensibilisation au phishing et de la formation peut être plus intéressante directement. Je rejoins Christian sur cette partie. Les tests d'intrusion, effectivement, c'est vraiment une collaboration qu'on a avec le DSI ou le RSSI, donc le DSI, le directeur des systèmes d'information, ou le RSSI, le responsable, où effectivement on va amener à travailler en collaboration et à pousser les choses et chercher les vulnérabilités dans le système. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose si effectivement derrière on ne trouve pas sur quoi on doit travailler. Et ça, c'est le pentester qu'on appelle dans notre métier. Hein, c'est vraiment son métier. Après, oui, il peut y avoir plutôt un livrable, parce qu'on donne un livrable lorsqu'on fait un pentesting, on donne un livrable après l'audit. Et sur ce livrable, on peut donner une petite 2 pages, 3 pages, une explication globale pour le manager ou le dirigeant qui aime aussi avoir cette vision et comprendre est-ce qu'effectivement sa société, elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être cyberattaquée. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Après, oui, effectivement, on revient toujours à la sensibilisation. C'est voilà, la formation, de l'accompagnement, de la sensibilisation, et puis mettre les moyens en interne. Je dirais, pour finir, que démontrer une attaque par le phishing de façon très concrète, même si effectivement les utilisateurs vont avoir du mal à comprendre le fonctionnement, mais d'expliquer que c'est très simple et qu'on peut contourner, on va dire, tout un tas de solutions de sécurité. Finalement, la seule solution de sécurité qui peut exister, ça va être principalement nous. Si on ne clique pas sur un exécutable ou un fichier, si on ne l'ouvre pas, on a quand même très peu de chances de se faire avoir, sauf si effectivement là on est sur une vulnérabilité système ou réseau, et là on est sur la partie pentesting, effectivement. Pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, juste pour finir, avant de conclure, un cas concret, effectivement, pour sensibiliser, c'est que des fois, on pense dans les structures, en mettant toutes les solutions ou les meilleures solutions de cybersécurité, on est protégé. Et ce qu'on fait, nous, dans les structures, c'est que on leur demande avec quel système ils sont sécurisés. Et on lance des ransomware. Et malheureusement, à 80%, le système, ou en tout cas la solution, ne le détecte pas. Voilà. Merci à vous.